Pile-poule. Dialogue pour le temps présent et pour les temps futurs. Une émission de Marc Wielinski, tous les dimanches de 13h à 14h sur RCJ. Où va notre monde? Comment mieux le comprendre? Que puis-je faire pour l'améliorer? Que m'est-il permis d'espérer? Une émission proposée avec la Fondation du judaïsme français. 01 53 59 47 47. Aujourd'hui, Sapiens et le climat, une histoire bien chahutée avec Olivier Postel-Vinet. Du paléolithique à nos jours, Sapiens s'est heurté à des événements naturels, souvent brutaux et de grande ampleur. Des méga-sécheresses l'ont poussé à migrer pour survivre. Cro-Magnon a subi pendant 30 000 ans un véritable chaos climatique. Sumer, l'Empire romain, les Mayas, les Vikings, les Khmers, le beau Moyen-Âge européen, les Ming et bien d'autres sociétés se sont effondrés sous l'impact d'éléments incontrôlables. Longtemps récusée par les historiens, l'idée que les caprices du climat jouent parfois un rôle décisif est aujourd'hui acceptée. Olivier Postel-Vinet, bonjour. Bonjour, merci de m'avoir invité. Alors, je vous ai invité pour un livre tout à fait passionnant qui s'appelle « Sapiens et le climat ». Le sous-titre, c'est « Une histoire bien chahutée », paru à la Cité, aux presses de la Cité. Et alors, ça dit bien ce que ça veut dire. Ça parle du climat, de l'influence du climat sur l'évolution de Sapiens, d'Homo sapiens, donc de l'homme moderne. Olivier Postel-Vinet, vous êtes journaliste, vous avez longtemps été rédacteur en chef du magazine scientifique La Recherche. Vous êtes fondateur et directeur de Books. Vous nous direz quelques mots peut-être de cette publication. Et membre du comité scientifique de l'histoire. Vous avez publié La comédie du climat, comment se fâcher en famille sur le réchauffement climatique. Et vous revenez donc avec ce livre sur Sapiens et le climat. Et Olivier Postel-Vinet, ce qu'on tire de votre livre, c'est que finalement, Sapiens, l'homme moderne, a été confronté de façon régulière à des épisodes climatiques extrêmement violents et extrêmement brutaux. Est-ce que c'est bien le cas? Oui, alors ça a dépendu des moments de son histoire, mais d'autre part, il faut bien distinguer entre les périodes longues, très anciennes, qu'on connaît moins bien que les périodes récentes. Mais c'est vrai que dès le départ, on estime que l'homme moderne est né il y a environ 230 000 ans. Dès le départ, en fait, en Afrique, le jeune Sapiens a été confronté à des événements climatiques considérables, tellement considérables qu'aujourd'hui ils nous paraissent inconcevables, inimaginables. Par exemple, à 2 reprises au moins, les grands lacs africains qui représentent environ 80% de la masse d'eau douce présente en Afrique, les lacs Tanganyika, Malawi, se sont presque complètement asséchés. Il faut imaginer, ce sont des monuments d'eau qui ont complètement disparu. Donc cela témoigne... Sur des périodes assez courtes, en fait. Sur des périodes de plusieurs millénaires. Oui, d'accord. Mais il y a eu d'autres phénomènes. Sur des périodes de plusieurs millénaires. Pour autant qu'on le sache, parce que c'est quand même des événements très anciens. Et ce qu'on sait de manière certaine, c'est que ces phénomènes de sécheresse très prononcés, inimaginables aujourd'hui, ont
on conduit les petits groupes de sapiens qui habitaient ces régions à l'époque à se réfugier notamment sur les côtes de l'Afrique du Sud. Ce sont les premiers réfugiés climatiques, c'était il y a très longtemps. Alors ensuite, tout n'est pas... C'est-à-dire qu'ils ont été chassés du centre de l'Afrique, etc. Oui, ils ont été chassés, ils ne pouvaient plus vivre. Ils ne pouvaient plus vivre dans le centre de l'Afrique parce que c'était trop sec, et donc ils se sont réfugiés notamment sur les côtes sud-africaines, et c'est là probablement qu'est née la première civilisation humaine. Ça, c'est quelle période, en gros? Alors les premiers réfugiés climatiques, entre guillemets, qui ont été dont la présence a été attestée dans des grottes sud-africaines, c'est de l'ordre de 100 000, il y a 100 000 ans. Et la civilisation que j'évoque, elle a fleuri aux alentours de 70 000, 60 000 avant notre ère. Donc nos ancêtres sont des réfugiés climatiques, d'une certaine façon. Alors on peut dire que nos premiers ancêtres, d'une façon générale, nos ancêtres sont des réfugiés climatiques, parce que le reste de l'histoire le montre aussi. Alors, tout n'est pas noir dans l'histoire du climat. Il y a eu des périodes, au contraire, des périodes favorables, des périodes tempérées, soit avec une pluviosité raisonnable, des températures clémentes. Et ces périodes ont été celles qui ont favorisé les départs d'Afrique, les nombreux départs de sapiens d'Afrique. Mais c'est vrai que par la suite, le climat a joué nous a joué des tours épouvantables, et en particulier la grande période des grottes ornées, à partir de Chauvet jusqu'à Altamira, en gros, donc qui s'étale sur 20 à 25 000 ans. Cette période, on le sait aujourd'hui, parce que les travaux de recherche en paléoclimatologie ont énormément progressé ces 10-20 dernières années. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle j'ai écrit ce livre, c'est au vu de ces travaux très récents. Donc ce qu'on découvre maintenant, parce qu'on le savait plus ou moins, mais c'était tout de même, on le savait de manière très grossière, maintenant on le sait de manière précise. Cette période de 20 à 25 000 ans, qui est la période paléolithique, la période des grottes ornées, est une période véritablement chaotique, dans laquelle donc c'est une période glaciaire globalement, dans laquelle il y a eu des épisodes de froid extraordinairement intenses, au point que les mammouths eux-mêmes ont dû refluer en Espagne à une certaine époque, dans des grottes de Dordogne où se réfugiaient les humains. On trouve par exemple des os d'un oiseau qui s'appelle le harfang des neiges, qui est un oiseau polaire. Les Landes étaient une toundra. Donc ce sont des choses qu'on a... C'est ça, le climat n'a pas arrêté de changer, mais de façon extrêmement importante. C'est-à-dire, à un certain moment, la banquise descend jusqu'à Bordeaux, quasiment, oui, et puis à d'autres moments... Pas tout à fait jusqu'à Bordeaux, mais pas loin. mais jusqu'au sud de l'Angleterre. Et en même temps, il y a eu pendant cette période glaciaire une dizaine de périodes de réchauffement très rapides, dans lesquelles tout d'un coup la forêt s'est remise à couvrir l'Europe. Donc ça, c'est des choses maintenant qui sont bien établies grâce à l'analyse des pollens et d'autres indicateurs que les Américains, que les Anglo-Saxons appellent des proxies. Et donc, c'est un véritable chaos que Sapiens a vécu à cette époque. Et l'une des choses intéressantes et nouvelles, c'est que certains de ces événements se sont produits sur des échelles de temps très courtes. Et en particulier, à la fin de cette période des grosses ornées, quand l'âge glaciaire commence à s'estomper et à laisser la place progressivement et avec des à-coups considérables à notre Holocène, qui est une période tempérée, eh bien, on assiste en particulier à 2 réchauffements successifs de l'ordre de 20 degrés en quelques décennies. Et donc ça aussi, ce sont des choses qu'on n'imagine guère aujourd'hui. On imagine guère aussi que les variations du niveau de la mer pendant ces périodes ont atteint jusqu'à 130 mètres, donc absolument considérable, et parfois à une vitesse qui est sans commune mesure avec la vitesse de l'augmentation actuelle du niveau de la mer, de l'ordre de 10 fois. C'est ça qui est tout à fait fascinant dans votre livre, Olivier Postel-Vinet, votre livre, je rappelle, Sapiens, c'est le climat, c'est qu'on a tendance à penser que le réchauffement climatique dans lequel nous sommes engagés actuellement, puisqu'on va prendre entre 2 et 4 degrés
probablement d'ici la fin du siècle, selon les analyses scientifiques. On a l'impression que c'est quelque chose de tout à fait nouveau et de tout à fait beaucoup plus rapide que tout ce qui a tout ce qui a été enregistré dans le cours de l'histoire. Et vous dites non, il y a eu des changements très rapides à certains moments. Sur plusieurs décennies, on a pris 10-15 degrés, et donc il fallait s'adapter à tout ça, bien sûr. Oui, il fallait s'adapter, et d'ailleurs, on s'est adapté. C'est-à-dire que puisque nous sommes là aujourd'hui. Ouais. On s'aperçoit que, par exemple, entre 40 000 et 12 000 avant notre ère, on est confronté à des changements climatiques de ce type, de grande violence. Alors, c'est l'époque... Et puis après, il y a une espèce d'âge d'or, que vous appelez le Bölling, c'est ça ? Et aux alentours de 12 000 ans, qui correspond, si j'ai bien compris, au développement, à l'épanouissement de l'art pariétal. Alors non, en fait, le Bölling, c'est donc la première très forte période de réchauffement qui a succédé, qui au contraire a succédé à toute la longue période de l'art pariétal. Et c'est un moment au contraire où l'art pariétal... Oui, l'art pariétal, c'était avant, c'était pendant la période glaciaire. Voilà, c'est ça. L'art pariétal, en fait, est un art magique qu'on peut interpréter aujourd'hui comme étant une réaction de caractère religieuse au cataclysme climatique que vivaient les gens. Alors, il y a plusieurs hypothèses, naturellement, aucune n'est vérifiable, mais le fait que l'idée que l'art pariétal soit une réaction de nature religieuse aux changements climatiques brutaux est une idée qui se défend, qui tient la route. Si on prend par exemple l'exemple des plus connus, Lascaux, Altamira, avant Chauvet c'est 16 000, c'est ça ? Chauvet, c'est bien avant. Hein. Chauvet, c'est en gros... ma mémoire des dates est parfois difficile et parfois défectueuse, mais c'est de l'ordre de 30 000. Hein, c'est de l'ordre de 30 000, voilà. Alors que Lascaux, c'est plutôt 20 000. En tout cas, sur des périodes, cet art pariétal, donc dans les grottes, se faisait à une période glaciaire, une période où il y avait des rennes, des ours, etc., tout autour dans les régions du Périgord et autres. Alors, c'était des périodes dans lesquelles il y a eu des millénaires de froid extrêmement intense, parfois d'ailleurs des événements, accentués par des événements très précis et rapides liés à la décharge d'énormes morceaux de la calotte glaciaire qui couvrait l'Amérique du Nord. Et donc c'est des glaciers, des morceaux de glaciers gigantesques, en fait, traversaient l'Atlantique et venaient donner un coup de froid supplémentaire à l'Europe. Mais comme je le disais tout à l'heure, c'est aussi une période dans laquelle des épisodes de réchauffement sensibles se sont produits. Alors moins sensibles que ceux qui ont donné naissance à notre Holocène, mais tout de même assez sensibles, et dans lequel, tout d'un coup, je dis entre guillemets, tout d'un coup, l'Europe se recouvrait, qui était devenue une toundra, se recouvrait de forêts. Il y a une alternance de forêt-toundra en Europe. Oui, tout ça a bougé en permanence, sur des échelles de temps. Voilà. Et en effet, à partir du Bölling, au moment du Bölling, ce qu'on appelle le Bölling, c'est un nom danois qui désigne une période particulière, qui s'est installée il y a environ 14 000 ans, pour simplifier. C'est la première période dans laquelle, au Proche-Orient, où bien sûr le climat était moins... les variations du climat avaient été moins brutales qu'en Europe. Au Proche-Orient, c'est là que les premiers éléments de ce qui va devenir la révolution néolithique apparaissent. C'est avant le néolithique, mais on voit déjà apparaître les premières meules pour écraser le grain sauvage et ce genre de choses. Ouais. Alors, effectivement, vous avez l'air de dire, si on avance dans le temps, alors les lecteurs iront voir votre livre, c'est très détaillé, toute cette période de la préhistoire, puis de l'histoire, et l'influence du climat, que le climat peut avoir sur les civilisations, sur les événements humains. Mais les toutes premières cités, donc Jéricho,
ou en Turquie, Göbekli Tepe, c'est ça? Les toutes premières villes apparaissent dans un environnement plutôt favorable au niveau climatique. Oui, mais un environnement même tout à fait favorable, en fait. Ça, c'est donc le... Il y a eu des âges d'or à certains moments. Voilà, c'est le bon côté de l'histoire. Il y a eu des âges d'or, Ouais. de ce que les climatologues appellent depuis longtemps des optimums ou des optima, si on veut être latiniste. Donc il y en a eu à cette période. Donc Jéricho, c'est le début de notre Holocène, hein, c'est le début de la période dans laquelle nous vivons, c'est-à-dire une période de réchauffement et de stabilité relative. Nous vivons une période de stabilité relative par rapport au chaos de la période préhistorique. Et donc Jéricho, en effet, est né... Donc la stabilité favorise le développement de la civilisation. Est-ce que c'est ça? Alors, on l'observe souvent. On observe parfois l'inverse. Mais on observe souvent, c'est-à-dire que, d'une manière générale, les périodes d'optimum, par exemple la révolution néolithique, l'invention de l'agriculture, à la fois en Chine et au Proche-Orient, s'est produite pendant un optimum climatique prolongé, avec des à-coups, bien sûr, il y a toujours des à-coups, mais prolongé, et dans une période dans laquelle, en gros, il faisait un peu plus chaud qu'aujourd'hui. Hein. Donc ça, c'était vraiment une période favorable. De même, ce qu'on appelle l'optimum romain, qui en fait a commencé avant Rome, déjà au moment de la Grèce socratique, l'optimum romain est une période d'extraordinaire croissance de l'activité économique, de la population, du bien-être, etc. De même, l'optimum médiéval, c'est le beau Moyen-Âge, c'est l'érection des cathédrales, c'est Abélard et Héloïse, enfin c'est une période bénie des dieux. On a l'impression, en vous lisant évidemment, effectivement, que ces optimums climatiques, ces périodes plus favorables sont immédiatement... alors, je ne sais pas s'il y a une relation vraiment directe, mais que c'est les moments où voilà, l'humain s'épanouit, l'art s'épanouit. Alors, on le voit aussi en Chine, on le voit aussi en Cambodge, on le voit aussi chez les Mayas. Donc, on le voit dans des civilisations très diverses. On le voit aussi en Égypte, l'Égypte des pharaons. Et donc, c'est effectivement un phénomène régulier, récurrent, c'est-à-dire que quand le climat devient clément, agréable, que les moissons sont bonnes, sont régulières, très important les moissons, hein, bien entendu, eh bien, ce sont des facteurs d'expansion démographique et d'expansion tout court, d'expansion des civilisations. La civilisation Song en Chine, à l'époque du beau Moyen-Âge français, c'est une civilisation absolument éblouissante, extraordinaire. À vrai dire, plus éblouissante encore. Ouais, vous expliquez à ce moment-là qu'il y avait des hôpitaux, il y avait des maisons de retraite, voilà. il y avait des clubs de thé, il y avait... Enfin, la Chine de cette époque, c'est l'Empire Ming, c'est ça? Song, c'est les Song. De l'Empire Song, oui. vous le mettez en relation avec le climat, oui. mais c'est une civilisation absolument étonnante. Tout à fait étonnante, et d'ailleurs, y compris sur le plan scientifique, avec pas mal de découvertes importantes, que la boussole, etc. Et à l'inverse, et c'est une des choses curieuses que j'ai découvert, parce que ma science était limitée il y a encore pas si longtemps, c'est que en fait, des périodes de stress climatique sont aussi des facteurs d'innovation. Et ça, on le voit à plusieurs reprises. On le voit déjà au moment des réfugiés sud-africains aux alentours de 60 000, qui inventent, semble-t-il, déjà, en tout cas, les moyens de fabriquer des arcs et des flèches. Innovation qu'on ne retrouvera que 30 ou 40 000 ans plus tard. Mais on le voit aussi au cœur même de l'âge glaciaire préhistorique, au moment de ce qu'on appelle le Solutréen, où toute une série d'innovations se font jour en matière de taille de la pierre notamment. Et on le voit également de manière particulièrement frappante peut-être au moment de ce qu'on appelle le petit âge glaciaire, qui est beaucoup plus connu du grand public, et cette période qui s'étend en gros du
du XVIe au XIXe siècle, avec C'est notre ère. Là, on est dans avec, l'histoire. là, on est dans l'histoire avec un moment particulièrement violent qui est le XVIIe. Le cœur du XVIIe est un moment de crise mondiale. Les régimes s'effondrent les uns après les autres et de manière quasiment simultanée. C'est une période de crise terrible. En France, le vin gèle dans les caves, les gens meurent de faim, etc. Mais c'est aussi la grande période qui va donner lieu à la révolution industrielle. C'est la grande période de l'explosion de la philosophie critique. C'est Newton, c'est les premières sociétés savantes. Et donc, curieusement, il semble que certaines périodes de stress intense, soient aussi des facteurs d'évolution. D'une certaine façon, l'homme fait feu de tout bois. Quand il fait beau, ça va bien. Et quand il fait pas bien, on réagit. Ouais. Quand il fait pas beau, on réagit. Oui, c'est ça, quoi. Ce qui est vraiment étonnant, c'est la façon, la rapidité finalement avec laquelle Sapiens, puis l'homme historique, s'adapte à ces périodes. Voilà, mais en même temps, beaucoup de ces crises climatiques ont entraîné l'effondrement de civilisations. Ouais, et puis des drames épouvantables. Et des drames épouvantables. Et ça, on le voit depuis l'époque égyptienne, déjà l'époque mésopotamienne. On peut considérer que, globalement, l'histoire est très complexe, mais on peut considérer que la civilisation de Sumer s'est effondrée pour des raisons, enfin, en tout cas, dans un contexte climatique très détérioré. Il faut toujours faire attention quand on dit des raisons, parce que, évidemment, il n'y a pas de causalité directe. C'est toujours des contextes, mais tout de même. Et vous évoquez les Ming. Eh bien, la civilisation Ming qui a succédé à la civilisation Song bien après, la civilisation Ming a clairement été victime du petit âge glaciaire. Elle est vraiment morte de ça, et maintenant les historiens chinois sont tout à fait d'accord là-dessus. Il n'y a plus aucun doute. Le magnifique empire des Ming, qui a donc succombé aux invasions jurchènes, c'est-à-dire mongoles, s'est effondré dans un contexte climatique épouvantable, absolument épouvantable, de famine, d'épidémies, de toutes sortes, etc. Et en France même, le beau Moyen-Âge a fini pour des raisons climatiques claires. Et le siècle noir, qui est le XIVe siècle, le siècle de la Grande Peste, a commencé par une famine affreuse en 1315. Et famine qui a eu des suites, des famines successives, qui a affecté l'ensemble de l'Europe et notamment la France. Et ensuite, la peste noire est arrivée là-dessus. Et la peste noire est arrivée sur une population qui était affaiblie sur le plan immunitaire. Et chose intéressante, on sait maintenant que la peste noire elle-même est née de modifications du climat en Asie centrale. Donc tout est lié d'une certaine façon. Enfin, tout n'est pas toujours lié, mais en l'occurrence, tout est lié. C'est-à-dire famine due au changement climatique au début du XIVe siècle, fragilité croissante de la dépopulation, peste noire, elle-même due à des changements climatiques qui sont survenus en Asie centrale. La peste noire, qui, on le rappelle, au XIVe siècle, après les différentes vagues de peste noire, on pense que plus d'un tiers de la population européenne a disparu, et probablement dans certaines régions beaucoup plus. Tout à fait. En proportion. Tout à fait. Entre un tiers et la moitié. Alors, quand même, on a l'impression d'une grande injustice quand on regarde l'histoire, la longue histoire avec vous. C'est qu'il y avait certains de nos ancêtres qui vivaient dans des périodes qui étaient de véritables âges d'or. Peut-être que vous pourrez en citer une ou deux, mais vous parlez du Sahara à un moment donné, avant que ça ne se gâte et que finalement les populations du Sahara se replient un peu sur l'Égypte, qui est une espèce de civilisation de réfugiés climatiques, là aussi. Mais il y a des périodes d'âge d'or, au Moyen-Orient notamment, mais aussi en Europe, etc., en Chine et autres, où la vie est douce, et des périodes alors, absolument épouvantables de chaos, soit glacial, soit des sécheresses épouvantables, où les humains meurent par centaines de milliers.
Oui, C'est très injuste tout ça. La justice est de ce monde, mais dans certaines limites. Ça, c'est clair. Vous évoquez le Sahara, et c'est vrai que le Sahara, c'est aussi un sujet passionnant, parce que le Sahara a été vert, entre guillemets, à plusieurs reprises, c'est-à-dire avec une végétation abondante, des hippopotames, des crocodiles, des gazelles, des girafes, etc. Des fleuves qui, contrairement peut-être à l'intuition, allaient du sud vers le nord, c'est-à-dire se jetaient dans la Méditerranée. Et le dernier épisode de Sahara Vert, il y en a eu plusieurs, hein, le dernier épisode de Sahara Vert, c'était eh bien justement du temps de l'optimum, du grand optimum climatique que j'évoquais, c'est-à-dire, bon, pour simplifier, Jéricho, si vous voulez, à l'époque de Jéricho, le Sahara était en train de devenir vert. Et c'est vrai que pendant 2 à 3 000 ans, des populations se sont, je dirais pas prélassées, parce que la vie n'était pas forcément très facile, mais tout de même, les populations vivaient normalement et de manière satisfaisante. Oui, mais même, vous dites, il y avait des fruits, il y avait toutes sortes de fruits avec SBC. En fait, il y a un côté presque paradis terrestre, parce que le climat était doux, la végétation était abondante, le gibier était abondant. Oui. Donc, alors les vrais paradis, il y en a quelques-uns, ils sont quand même peu nombreux. On en retrouve effectivement au Proche-Orient à cette période. Sans doute dans les oasis ou dans certaines régions du Sahara. On en trouve aussi en Australie, dans une vallée heureuse qui a été découverte récemment. On en trouve en Amérique également. Parce qu'il ne faut pas oublier que l'homme quand il est sorti d'Afrique, sa dernière sortie d'Afrique, ça a été la sortie décisive. C'est-à-dire, beaucoup d'hommes sont restés en Afrique naturellement, mais ceux qui sont sortis, ils ont conquis le monde entier. Ils sont allés en Australie. Ils étaient en Australie avant l'Europe. Et ensuite, ils sont passés en Europe du Nord et en Asie du Nord. Ils ont franchi le détroit de Bering. On ne sait pas très bien quand, mais peut-être en pleine époque du maximum glaciaire, ou juste avant, et peut-être après, mais probablement juste avant. Moi, je pense que c'est plutôt juste avant. En tout cas, il y a peut-être eu d'ailleurs deux mouvements migratoires. Souvent, il y a plusieurs mouvements migratoires. Et ensuite, ils sont allés jusqu'en Terre de Feu. Et donc, on peut aujourd'hui... C'est-à-dire au sud de l'Amérique du Sud. Au sud de l'Amérique du Sud. Donc, on peut aujourd'hui, grâce à l'archéologie et à toute une série de méthodes nouvelles d'exploration, identifier le moment où ces hommes se sont établis et ont prospéré. Alors, c'est très intéressant de mettre en relation toutes les civilisations, effectivement, et les données climatiques. C'est assez fascinant. Il y a un exemple, vous donnez de multiples exemples qui jalonnent l'histoire, mais un exemple particulier, c'est celui de la région et de la civilisation cambodgienne, d'Angkor Wat. Le grand temple d'Angkor, qui est un des monuments religieux les plus grands et les plus vastes, qui bénéficie d'une période formidable, et puis après, d'un abandon extrêmement rapide. Enfin, oui. Il y a des mouvements d'une grande violence qui se sont passés à ce moment-là. Oui, tout à fait. La splendeur des temples d'Angkor, ça correspond à notre beau Moyen-Âge. C'est à peu près la même époque. Ça correspond aussi à la période Song en Chine. Et curieusement d'ailleurs, parce que on est en pays tropical, donc on n'est pas du tout dans le même type de climat qu'en Europe. Mais enfin, en gros, ça correspond à la même période d'extraordinaire essor. Je ne sais pas si vous connaissez encore, mais il se trouve que j'y suis allé peu avant le Covid, et c'est vraiment très impressionnant. Et puis, c'est tout cet ensemble architectural et aussi fondé sur une irrigation très savante, très sophistiquée, s'est écroulé en fait probablement assez rapidement. Alors on ne sait pas exactement, on ne connaît pas exactement la séquence, mais ça s'est fait manifestement assez vite, si bien que les élites d'Angkor ont abandonné les temples et se sont repliés au sud du pays. Le plus grand temple, et vraiment les temples ont été abandonnés. Ensuite, ils ont été, certains d'entre eux, en tout cas le principal d'entre eux, Angkor Wat, a été réinvesti ensuite, mais pas par les mêmes religieux.
Ouais. Mais alors ça s'est fait très vite, alors que vous aviez une population là qui était très très importante. Vous avez une agglomération très très importante qui évidemment une région qui s'est vidée en quelques décennies. Oui, alors l'un des exemples d'ailleurs les mieux documentés est très antérieur, paradoxalement. C'est l'époque de l'Empire akkad, c'est-à-dire dans l'Empire akkad qui s'était créé. Là, on est en Mésopotamie. On revient en Mésopotamie. Voilà, on donc revient en dans une période Mésopotamie très quelques siècles antérieure. avant. Voilà. Oui, même quelques millénaires avant. Ouais. Parce que là, grâce maintenant à l'archéologie, on sait de manière certaine que l'empire d'Akkad, qui avait pris le contrôle de l'ensemble de la Mésopotamie, qui était un empire fondé non pas sur la langue sumérienne, mais sur le langue indo-européenne. Cet empire qui est extraordinaire, hein, qui s'étendait jusqu'aux côtes du Proche-Orient et jusqu'à l'Iran, les pourtours de l'Iran actuel et les pourtours de la Turquie actuelle. Cet empire s'est effondré alors très rapidement, en l'espace de quelques années, en raison d'une offensive terrible de la sécheresse. Les sécheresses, d'une manière générale, rétrospectivement, on se rend compte que c'est le pire ennemi. Parce que, alors, dans certains cas, c'est une pluviosité excessive, ça arrive aussi, mais statistiquement, le plus souvent, disons, le pire ennemi, à part la peste, bien sûr, c'est les périodes de sécheresse qui sont souvent associées à des périodes de froid. Pourquoi ? Parce que tout simplement, la sécheresse tarit les moissons. D'ailleurs, ça a été le cas. Emmanuel Leroy-Ladurie, l'historien, l'a montré concernant les prémices de la Révolution française. Et c'est tout à fait clair que la sécheresse de l'été 88 a joué un rôle déterminant. En fait, il y a une séquence qui était moisson. 88, quel 88 1788. Ah, 1788, pardon, avant la Révolution française. Ah oui, d'accord. Oui, donc, excusez-moi, je passe d'une étape à l'autre, mais c'est pour montrer les liens. Et il y a eu une séquence assez frappante. Belle moisson, été 87, été pourri, automne pourri, automne 87 pourri, qui a gêné l'ensemencement. Hiver doux et humide, propice aux ravageurs, etc. Et puis, parasites. Échaudage des blés, ce qu'on appelle l'échaudage des blés, c'est-à-dire que les blés se durcissent au soleil avant de mûrir, hein, en juin 88. Sécheresse catastrophique en 88. Et ensuite, suivi par qui réduit les moissons à très peu de choses. Et ensuite, hiver épouvantable, début 89, qui fait que les moulins ne fonctionnent plus parce qu'ils sont gelés, parce que l'eau est gelée. Et on voit la courbe des révoltes fruimentaires augmenter régulièrement à partir de l'été 88 pour atteindre un apogée, enfin un maximum à la veille de la Révolution française. Et chose tout à fait significative, le prix du pain atteint son maximum le 14 juillet, c'est-à-dire le jour de la prise de la Bastille. Ouais. Mais là, vous avez un contexte, effectivement, qui donne une explication, une ligne causale, je dirais. Voilà, ça n'est naturellement qu'une ligne causale. Voilà, c'est ça. D'autant que l'Angleterre avait connu la même succession de problèmes climatiques, mais les Anglais étaient mieux préparés. Et les Anglais, la société, enfin l'économie anglaise était beaucoup plus résistante, l'agriculture. Il y avait la machine à vapeur, on a fait marcher une machine à vapeur pour réchauffer l'eau de la Tamise. Ils avaient des moyens des moyens et des outils de résistance que les Français n'avaient pas. Ouais. Alors, Olivier Postel-Vinet, si on en vient un peu maintenant à notre époque, il y a les ingrédients d'un changement climatique important, augmentation de la température,
ça, très net et très rapide, et aussi la sécheresse. Là, on en a pris conscience depuis quelques mois, mais on voit poindre le spectre de la sécheresse. Alors dans un environnement qui est très différent, qui est beaucoup moins moins prégnant au niveau agricole, quoique. Il faut être très prudent, hein, parce que quand on regarde l'intérêt d'un exercice, l'exercice dans lequel je me suis livré dans ce livre, c'est de montrer c'est qu'il est peut-être judicieux de comparer ce qui se passe aujourd'hui à ce qui s'est passé dans le passé, y compris dans le passé lointain. Et l'une des leçons, si vous voulez, c'est que une sécheresse ne fait pas... des sécheresses, nous en avons connu des quantités et des quantités et des quantités. Donc la sécheresse de cette année, par exemple, il est beaucoup trop tôt pour savoir si ce sera un événement significatif ou non significatif. Il est possible que ce soit un événement peu significatif. Elle se quand même déroule dans un processus climatique et qui a été annoncé par les scientifiques déjà depuis pas mal d'années. Oui, mais il faut faire attention aussi parce que, par exemple, l'un des problèmes, l'un des biais cognitifs, je dirais, dont nous sommes victimes, c'est ce que l'historien François Hartog appelle le présentisme, c'est-à-dire qu'on a tendance on est le nez sur le guidon du présent et on a quelque peine à établir des éléments de comparaison solides avec le passé. Or, au XXe siècle, aux États-Unis, par exemple, comme vous savez, les raisins de la colère de Steinbeck, les États-Unis ont connu une période de sécheresse bien pire que la période actuelle. Encore qu'aujourd'hui, dans l'ouest des États-Unis connaît une sécheresse prolongée vraiment très très importante. Mais enfin, la sécheresse du Middle West américain dans les années 30 est sans commune mesure avec ce que nous connaissons aujourd'hui en Europe, par exemple. Ça n'a absolument rien à voir. Les températures de l'époque, beaucoup de records de température de l'époque n'ont toujours pas été dépassés. Même en France, un certain nombre de records de température de cette époque chaude qu'on a connu dans les années 30, on l'a oublié, mais on a connu une période chaude dans les années 30, période dans laquelle les gaz à effet de serre étaient étaient beaucoup moins prégnants qu'aujourd'hui. Et donc, c'est très important de placer les événements qu'on vit aujourd'hui dans l'histoire longue, et même dans l'histoire relativement courte, puisque le XXe siècle nous apprend des choses aussi sur le changement climatique. Oui, Olivier Postel-Vinet, mais vous parlez de la période de la sécheresse des années 30. Les années 30, le monde comptait à peu près 2 milliards d'habitants. Oui. Maintenant, la sécheresse que nous vivons, c'est une sécheresse sur 8 milliards d'habitants. Je veux dire que les conséquences humaines ne peuvent pas être les mêmes. Bon, d'abord, la sécheresse n'est pas universelle. Il y a une sécheresse dans certaines parties du monde, mais pas ailleurs. Enfin bon, il y a des épisodes. C'est plutôt des épisodes de sécheresse. La seule sécheresse véritablement significative aujourd'hui, c'est celle qui frappe l'Ouest américain. Le reste peut être considéré à la limite comme des éléments de caractère météorologique. Hein. Il y a pas de... Pourtant, vous avez en France, en Europe, des gens qui s'organisent pour faire face à une sécheresse dans la longue durée. Et ils ont probablement raison de le faire. Alors, de toute façon, on a raison de prendre des précautions. Mais nous ne savons pas du tout si cette sécheresse va durer, va se répéter, quelle sera l'hydrographie de l'année qui vient. On n'en sait absolument rien. Donc il n'est pas du tout démontré qu'il y ait une tendance à... Oui, mais s'il y a une tendance au réchauffement... Bon, moi, j'y connais rien. Hein. Je vous pose la question un peu pour vous taquiner, mais s'il y a une tendance globale au réchauffement, à l'évolution du réchauffement climatique, peu importe la cause d'ailleurs du réchauffement, mais enfin, il y a nettement une tendance. On peut penser intuitivement que ça va favoriser aussi la sécheresse. Le réchauffement peut aussi s'accompagner d'une humidité supérieure. Il n'y a pas forcément de lien direct entre réchauffement et sécheresse. Oui, c'est ça, c'est-à-dire que les processus sont beaucoup plus complexes qu'on... Oui, bien sûr, c'est très compliqué. Vous savez, l'un des problèmes auxquels
nous sommes confrontés, auquel le public est confronté, et est un problème auquel les climatologues eux-mêmes sont confrontés, mais dont ils parlent moins, dont ils parlent peu, malheureusement pas assez à mon goût, c'est qu'il y a encore beaucoup d'inconnus dans les sciences climatiques. Ce qui fait que les changements climatiques sont induits par des phénomènes extrêmement nombreux, très complexes, qui, de l'avis de certains climatologues de haut niveau, nous échappent encore, de beaucoup de climatologues, à vrai dire, des plus honnêtes d'entre eux, nous échappent encore largement. Et en particulier, donc, si vous voulez, il y a le Soleil, la Terre, ce qui se passe dans l'espace lointain, mais il y a aussi les volcans. Il y a les volcans, bien sûr, totalement imprévisibles. Et puis, il y a le plus important peut-être, des grands mouvements, ce qu'on appelle des oscillations océaniques et atmosphériques couplées les unes aux autres, dans la zone Pacifique, dans la zone Atlantique, dans l'océan Indien, dans l'océan qui entoure l'Antarctique. Et ces oscillations sont de périodes variées. Et tout le monde connaît El Niño. El Niño est l'une de ces oscillations, mais il y en a beaucoup d'autres. Et elles sont de périodes variées, elles vont de quelques années à quelques dizaines d'années, et parfois plus. Et en fait, ces oscillations, on les comprend mal, on en comprend mal l'origine, et surtout, on ne comprend pas du tout leurs interactions. Et donc, on est beaucoup plus démunis en réalité que ne le dit les discours officiels quant à la compréhension profonde des événements climatiques. C'est pour ça que l'art de prévoir en la matière, comme dans bien d'autres domaines, l'économie par exemple, l'art de prévoir... Mais peut-être que le public a du mal à penser que les scientifiques qu'ils payent à étudier la climatologie puissent faire des aveux de ce type en disant finalement on ne sait pas très bien comment tout ça a évolué, il y a des probabilités mais on ne sait pas très bien comment les choses vont évoluer. Disons que je ferai volontiers, à la suite de ce livre, un appel à l'humilité. Vous faites un appel à l'humilité, mais en même temps à la préparation. C'est-à-dire qu'il faut se préparer, au moins psychologiquement, au fait qu'il puisse y avoir... Non, mais bien sûr. Vous évoquez la population. C'est vrai que, si vous voulez, on est maintenant 8 milliards d'hommes. Bon, il est évident que ces 8 milliards d'hommes, ils ont un impact considérable sur l'environnement. Ça, c'est absolument indéniable. Maintenant, est-ce que l'impact principal sur quoi il faut se focaliser, c'est le réchauffement climatique, peut-être, c'est peut-être l'une des choses sur lesquelles il faut se focaliser, mais il y en a bien d'autres, hein, comme vous le savez, et peut-être l'accent est-il mis de façon excessive sur l'évolution du climat, dans la mesure où, en fait, il s'agit d'une évolution relativement douce par rapport à ce que le sapiens a connu jusqu'ici. Hein. Moi, j'estime que nous vivons dans un optimum climatique. Je suis un peu hétérodoxe en disant ça, mais on vit dans un optimum climatique. Et alors qu'il y a des problèmes environnementaux tout à fait considérables et parfaitement... sur la disparition de la nature. Et parfaitement identifiés, dont on devrait s'occuper en priorité. Oui, d'autant que sur les phénomènes climatiques, on n'a pas beaucoup de moyens d'action, alors qu'on en a théoriquement plus sur alors, sur les problèmes climatiques, en réalité, on peut réfléchir aux moyens de s'adapter. D'ailleurs, on le fait. Hein, et Sapiens a tellement montré dans sa longue histoire sa faculté de s'adapter qu'il serait bien étonnant qu'on ne soit pas de nouveau capable de nous adapter à ces changements. Dont encore une fois, on n'a pas à mon avis, de raison sérieuse de penser qu'ils seront cataclysmiques. Ouais. Alors, vous avez conscience qu'en disant ça, vous êtes un petit peu... hétérodoxe. Hétérodoxe, voilà, pour le moins. C'est-à-dire que probablement que vous êtes parfois en discussion avec des personnes qui... Vous savez, quand j'étais plus jeune, j'ai écrit un livre sur Socrate. Moi, je suis fasciné par ce philosophe. Et l'une des raisons... Au point d'ailleurs que c'est pas Jésus-Christ pour vous dans votre livre. Ça, c'est quand même une curiosité de votre livre. C'est pas Jésus-Christ. Vous dites pas tant après Jésus-Christ, tant avant Jésus-Christ. Vous, c'est avant Socrate ou après Socrate. Voilà, votre point de vue, c'est Socrate. Je me suis amusé. Je reviendrai pas là-dessus parce que c'est effectivement, je me suis. Donc Socrate. Voilà. Oui, parce que Socrate a été condamné à mort.
pour une raison principale, quand on analyse les textes, c'est parce qu'ils disaient à ceux qui prétendaient savoir qu'ils en savaient moins qu'ils le prétendaient. Et ça, c'est insupportable d'entendre ce genre de choses. Bon, nous vivons dans une société, en tout cas en France, courtoise et relativement courtoise, disons, et je ne risque pas d'être condamné à mort. Mais c'est vrai que l'un de mes propos est de dire que, attention, on en sait moins qu'on le prétend, et vous, les scientifiques en particulier, vous le savez d'ailleurs très bien, vous en savez moins que vous le prétendez. Ouais. Mais certains l'avouent. Mais... Certains le disent, oui. Il y a les scientifiques de haut niveau. Vous savez, il y a des manuels, des manuels de très haut niveau sur les changements. Par exemple, il y en a un que j'apprécie particulièrement, qui est écrit par un Américain sur le climat des planètes. Alors, c'est aussi... on s'imagine qu'il n'y a que le climat de la Terre, mais en réalité... les planètes, toutes les planètes ont un climat d'une certaine façon. Et beaucoup des caractères des climats des planètes peuvent être rapportés au climat de la Terre en raison surtout des changements liés au mouvement des astres. Ouais. Voilà. Écoutez, Olivier Postel-Vinet, merci beaucoup. Merci de cet entretien. Je renvoie nos auditeurs et nos spectateurs et nos youtubeurs à votre livre, donc Sapiens et le climat, une histoire bien chahutée. Et on voit qu'effectivement, l'Homo sapiens, c'est aux éditions de la Cité, l'Homo sapiens a été bien chahuté par le climat pendant tout son développement, et qu'il le sera vraisemblablement encore pendant un certain temps. Il n'y a aucun doute. Merci Olivier, merci beaucoup. Je vous remercie. C'était Pile Poule, une émission de Marc Wielinski que vous pouvez retrouver en podcast sur le site de Radio RCJ et sur les différentes plateformes, ainsi que sur YouTube. À dimanche prochain, 13h. Une émission proposée avec la Fondation du judaïsme français. 01 53 59 47 47.